J'ai commencé à m'intéresser au changement climatique quand j'étais à l'AFP, au moment du protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, c'est 1997. Je m'y suis intéressé parce qu'on m'a demandé de m'intéresser à ça. Ça faisait partie de mon boulot. Et depuis, je l'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, je travaille toujours sur le vin. Le livre que vous avez va être suivi d'un autre livre en 2021 avec le même confrère avec lequel on a fait le premier, de façon à l'étoffer, à faire davantage de choses sur les réponses, à considérer que maintenant on est toujours sur une menace, que cette menace elle se concrétise effectivement de plus en plus, mais qu'il y a des ripostes, qu'il y a des réflexions, ce qu'on vient de voir tout au long de cette matinée, que finalement peut-être qu'on peut arriver à changer, au moins jusqu'à un certain point. Quand j'ai écrit Quel vin demain, j'aurais dû dire Quelle vigne et quel vin demain, parce que c'est d'abord avec la vigne qu'on fait du vin. Et je cite un bioclimatologue de Florence, le professeur Maracci, que j'avais rencontré à propos de la situation en Italie, en n'imaginant pas que l'Italie allait être aussi touchée qu'elle l'est actuellement, y compris dans le Piémont. Le professeur Maracci est un bioclimatologue qui a travaillé énormément sur l'agriculture, qui est mort il y a une semaine et qui était vraiment un personnage qui est à la fois visionnaire et philosophe dans sa vie. Quand il a dit, bah oui, jamais le vin n'a été aussi bon, c'est particulièrement vrai dans cette région, c'est particulièrement vrai dans le Bordelais, c'est particulièrement vrai en Champagne, et jamais la situation n'a été aussi grave parce que quand on a une situation optimale, eh ben, on ne peut pas aller plus loin qu'une situation optimale. Plusieurs fois, dans des interviews autres, on m'a dit « Mais est-ce que vous pourriez définir une situation optimale ?» Ben, une situation optimale, c'est le meilleur. Est-ce qu'on peut définir une situation optimale? Peut-être que oui, et tout. Le doute, ben, il n'y a plus de doute possible, comme on en a parlé déjà ce matin. Il n'y a plus tellement de gens, en particulier dans l'agriculture, il y en a encore, puisqu'il y a un président des États-Unis qui est un peu connu dans ce domaine-là, et que pas plus tard qu'hier, l'Office météorologique mondial, qui est une agence des Nations Unies, a donné les derniers chiffres pour 2019. On est à plus 1,1 degré centigrade de réchauffement depuis les années 1900 ou un petit peu avant 1900. Donc on voit que de toute façon, au fur et à mesure, ça monte. Le petit graphique qui est dessous est assez éloquent. Il y en a d'autres. Il n'a pas besoin de commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ce que vous avez entendu, ce que vous voyez. Ça, c'est l'Australie. On pourrait montrer d'autres choses, mais je crois que l'Australie, ce qui s'est passé en Amazonie, ce qui s'est passé en Floride, tous ces grands incendies, ces big fires, comme ils disent, sont à la fois impressionnants et montrent que ces choses-là ne sont jamais arrivées. La vigne, ça, on est le 29 juin. On est 29 juin dans l'Hérault. La vigne est grillée. Ils ont une destruction de l'ordre de 60%. Catherine Bernard, qui est une viticultrice dans l'Hérault, je reprends ce qu'elle disait, ce qui s'est produit dans les vignes le 29 juin est d'une toute autre nature, ou plus exactement d'un tout autre désordre. J'écris en qualité de témoin du changement climatique à l'œuvre. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de commentaires. Tous les chiffres, tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'était complètement dans cette histoire. Les vignobles français, c'est une carte que vous connaissez, qui n'est pas une carte récente, mais elle n'a pas changé. C'est une carte qui remonte à 2015, qui est dans le livre. Les principales zones vinicoles que vous connaissez en 2000, où on voit à la fois le sud-ouest, le Bordelais et les vignobles du sud. Et ce qui va se passer, c'est l'ordre de 2040. Et je pense que les projections sont à peu près similaires aujourd'hui. Vous voyez que le Bordelais souffre, que le sud-ouest, globalement, se porte pas si mal, en tout cas survit, sans doute grâce à sa très grande diversité, et que les autres vignobles, le Languedoc, la vallée du Rhône, le sud de la vallée du Rhône, le Languedoc, c'est assez effrayant. Et c'est seulement 2040, c'est pas 2050. 2050, on en parle beaucoup. Et moi, ce qui m'amuse pas, mais qui m'inquiète plus, c'est quand on s'amuse à faire des projections sur 2100. 2100, c'est de la rigolade de faire des projections sur 2100. On ne sait pas ce qui va se passer en 2100. Je ne veux pas dire que c'est de la foutaise, mais c'est un peu se moquer du monde de dire
vous voyez, en 2100, il va y avoir ceci ou cela. On n'en sait rien. On sait qu'on est à 1,1 degré aujourd'hui. On sait qu'on sera, en 2030, on sera largement dans les 2 degrés. Ça ne fait strictement aucun doute, puisque de toute façon, on ne se bouge pas. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de tout. 2 degrés, on sait déjà tout ce que ça change. Donc, les projections sur 2050 sont sérieuses. La plupart du temps, elles sont déjà dépassées. En France, on a vu des cartes comme ça ici. Le grand chambardement, ça correspond à ce qu'on avait dans l'autre, la diapositive précédente. Mais ça montre quand même bien. Moi, on habite dans la région à Giverny, entre Paris et Rouen, sur les bords de la Seine. Il y a un jeune viticulteur qui a planté du Cabernet Sauvignon il y a sur un demi-hectare, mais quand même. Et il les a plantés ici. Il y a d'autres viticulteurs qui replantent dans la région parisienne. Il ne faut pas oublier que la région parisienne a été une des principales régions viticoles de France au 19e et au début du 20e siècle. Avant et même quand le phylloxéra est arrivé. On va changer de région. En Europe, on est sur 2050 là, hein. On n'est pas sur 2100. Hein. En Europe, vous retrouvez les mêmes cartes en rouge. Vous êtes quand même bien dans le rouge là. Et tout. Vous voyez que l'Espagne souffre énormément, hein, particulièrement les plaines centrales, toutes ici, parce que le stress hydrique étant ce qu'il est, ben, vous voyez ce qu'il y a. Vous voyez qu'en France, la Bourgogne, jusqu'à la Bourgogne va souffrir. Et puis cette zone verte un peu fluo que vous voyez, où là, on se dit ça va marcher. Et puis des vignobles qui, eux, vont s'en tirer davantage. La Corse a une grande diversification, elle a une possibilité de sortir des rangs. Et puis vers l'Est, la Pologne va replanter, l'Allemagne a un grand savoir-faire viticole. Hier soir, pendant le repas, on m'a dit « Mais non, les Allemands font rien ». Je suis pas sûr. Les Allemands, ils savent faire du vin, ils ont de l'argent et ils ont des terres. Donc, je crois que c'est aussi les Anglais, l'Angleterre et le Champagne, oui, ils font un vin pétillant qui est un vin convenable, qui vaut au minimum 40 €. Mais les terres sont pas extensibles. On est dans le sud de Londres et le sud de Londres est très urbanisé. C'est pas là que les développements sont des développements anecdotiques sur le. Et puis ailleurs, vous voyez, on reprend ces cartes-là et on voit rapidement, avec une projection en fin de siècle, il est fort probable que cette projection de fin de siècle soit plutôt une projection d'ici une 20 ou 25 ou 30 ans. Encore une fois, c'est étude, mais on voit quand même bien tout ce développement, cette partie vers le nord-est et tout, au fur et à mesure de l'évolution. Quand plus ça monte, plus le changement climatique sera fort, plus le réchauffement au sens propre sera fort aussi. Là, vous voyez aussi que la partie sud de l'Espagne, le Portugal c'est pas le mot, a des chances de s'en tirer sur la partie nord, du côté de Porto. Et comme vous le savez sans doute, ils travaillent énormément, y compris avec les Bordelais, sur les cépages alternatifs. Et nous-mêmes en France, en Bordelais, on reprend les travaux autour d'un cépage portugais rouge qui s'appelle le Touriga Nacional et qui est un cépage qui pourrait très bien, avec de bonnes caractéristiques, donner un coup de main aussi bien dans le Bordelais que dans les vins du Sud-Ouest. Et il y en a bien d'autres. Au niveau mondial, c'est un peu différent. Vous retrouvez la carte de l'Europe avec des poussées vers les Balkans, vers l'Est et tout. On n'a pas parlé de la Russie, mais il y en aura. Et puis l'Australie, dont on sait ce qui se passe, sur laquelle on sait ce qui se passe maintenant. On plante maintenant, vous voyez, dans la carte de Tasmanie, tout en bas, il y a une petite île qui n'est pas du tout si petite que ça, et qui s'appelle la Tasmanie. Et en Tasmanie, on commence à planter, parce que là, plus on est au sud, plus on est au nord, si j'ose dire, le nôtre de nord. Et le Chili que vous voyez... ici, on ne voit pas très très bien. Le sud du Chili, en descendant vers la Terre de Feu, a des conditions climatiques à la fois océaniques, la protection des montagnes, de la cordillère des Andes, et avec des possibilités de se développer qui sont importantes. Les États-Unis, que vous connaissez, les États-Unis, on connaît surtout la Floride, mais au fur et à mesure,
la vigne monte aux États-Unis, elle va vers le nord, et l'État de Washington maintenant représente 10%, autour de Seattle, mais un peu loin, représente 10% de la capacité de vigne de la Floride actuellement. Et au fur et à mesure, ça se développe comme ça, tranquillement, mais de façon importante. Même dans l'Est des États-Unis, maintenant, il y a des possibilités. L'Afrique du Sud, elle aussi, a des possibilités, et puis, mais elle souffre également. Et enfin, une terre qui est pas une terre inconnue, mais qu'on aperçoit juste en bas de la carte à droite, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande avec beaucoup de vignerons, de propriétaires de grandes vignes qui sont souvent des Français, de grandes entreprises françaises. Ça peut être Pernod Ricard qui est un des grands propriétaires de vignobles dans le monde, comme en Argentine aussi. Et la position géographique de la Nouvelle-Zélande font qu'ils arrivent à faire des sauvignons qui sont maintenant absolument délicieux. Il faut qu'on fasse attention en France en disant il y a d'autres gens dans le monde, il y a d'autres gens qui font des bons vins. Et on parle de l'Argentine qui est en bas où on arrive à planter, la plaine de Mendoza est autour de 1600 mètres. On arrive à planter jusqu'à 3000 mètres des vignes. On en a parlé hier soir avec un expert qui est tout là-haut dans la vie, Laurent, et c'est très intéressant de voir, et il ne faut pas se fermer les yeux sur ce qui se passe dans le reste du monde, je pense que c'est important. On revient en France, je vous parle du Bordeaux parce qu'on en parle et que j'ai passé, avec mon confrère, on a passé pas mal de temps dans le Bordelais ces derniers mois, à étudier avec les chercheurs et voir ce qui se passe. Bon, pour l'instant, ici on a parlé d'1 degré de réchauffement. Le Bordelais est plutôt à 1,3. 1,3 parce qu'ils ont une prime, si j'ose dire, c'est l'anticyclone des Açores qui contribue au réchauffement, à accélérer le réchauffement. La région de Bordeaux a un autre problème qui risque de se poser et qui a commencé à se poser il y a quelques années déjà pour une centrale nucléaire. C'est la montée des eaux. Et la montée des eaux, elle est calculée, elle est assez inévitable, on l'a vu avec des catastrophes. Puis je cite le merlot, parce que le merlot, on dit qu'il craint le chaud, mais il n'y a pas que le merlot. Par contre, il y a un travail qui se fait, un travail formidable sur les cépages alternatifs, et pas seulement le cépage portugais que j'ai cité et d'autres. Et tout ça dans un contexte qui fait que la région Nouvelle-Aquitaine a une qualité et tout, c'est que vous avez mené dans cette région, à l'initiative de cette région, justement, du Conseil régional, la première étude climatique globale, régionale, avec un climatologue qui s'appelle Hervé Letreux, et qui était une étude qui n'était pas uniquement sur le vin, mais sur l'ensemble des activités, y compris le tourisme et tout. Et c'est un peu cette étude-là qui maintenant permet à d'autres régions de partir sur ces mêmes bases en disant on a le climat au niveau mondial et on a le climat au niveau européen, mais souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, souvent c'est localement qu'il va y avoir des changements et qu'il peut y avoir d'une vallée à une autre quelque chose de complètement différent. En Champagne, pour aller complètement au nord, ce vignoble septentrional, mais qui est quand même assez allongé, qui est allongé sur presque 140-150 km, et un climat continental avec des influences océaniques, une insolation qui est très modeste, 1600 heures c'est rien, on dit qu'un bon panneau solaire il lui faut 3000 heures pour qu'il rentre vraiment bien, une pluviométrie qui est adoptée, et ce qui est fantastique, parce que ce qui est pas fantastique mais qui est surprenant, c'est qu'ils sont à plus 1,3 degrés de réchauffement, c'est-à-dire ce qui se passe dans le Bordelais. Pour l'instant, on n'a jamais bu un champagne aussi bon, les rendements n'ont jamais été aussi forts et la qualité est en hausse. Donc, pour dire les choses vulgairement, ça baigne, mais ça baigne aujourd'hui. Pour demain, on ne sait pas. Mais la Champagne, c'est un endroit où ils ont toujours réfléchi et je peux vous dire qu'ils travaillent aussi sur les cépages alternatifs, ils travaillent sur des nouveaux, ils travaillent beaucoup sur les cultures elles-mêmes, un petit peu comme on vient de le voir ici. Le sud-ouest, faire assez rapidement parce que vous le connaissez mieux que moi, j'allais dire.